La pluie s'abattait comme une sentence divine sur les pavés humides de Montmartre, transformant les ruelles en rivières de regrets. Martin, 9 ans, serrait dans sa main moite celle de son père, un colosse au regard d'acier forgé dans les usines du Nord, qui marchait d'un pas lourd, comme si chaque foulée le séparait un peu plus de la vie qu'il avait construite. « Papa, attends » hurla l'enfant, sa voix se brisant contre le tonnerre, mais l'homme ne se retourna pas, il disparut dans l'ombre d'une ruelle, laissant derrière lui un silence plus assourdissant que l'orage. C'était le soir où tout avait basculé. Martin avait surpris son père en train de fouiller sa chambre, découvrant sous le matelas un cahier secret où l'enfant, avec l'innocence d'un cœur trop grand pour son corps frêle, avait dessiné des garçons s'embrassant sous les cerisiers en fleurs. Pas de mots, juste des traits maladroits, des couleurs vives qui trahissaient un monde intérieur interdit. Son père, Jacques, un ouvrier syndicaliste au poing calleux et aux convictions ancrées dans le béton des banlieues ouvrières, avait pâli, puis rougi de fureur contenue. « Un homme est un homme, fiston » avait-il murmuré d'une voix rauque, comme si ces mots étaient une prière païenne, un talisman contre l'inconnu. Puis il avait claqué la porte, emportant avec lui le bruit d'une famille qui se fissurait. Martin resta là, trempé jusqu'aux os, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Sa mère, Élise, apparut comme un fantôme dans l'encadrement de la fenêtre, les yeux rougis par des nuits d'insomnie. Elle ne dit rien ce soir-là, elle se contenta de l'envelopper dans une couverture rêche et de lui chanter une berceuse bretonne, voix chevrotante qui masquait à peine le vide béant. Jacques ne revint jamais. Des rumeurs filtrèrent, il avait fui à Marseille, ou peut-être en Algérie, pays de ses ancêtres kabyles qu'il n'avait jamais connu. Martin grandit avec ce fantôme, ce vide qui creusait en lui un appétit vorace pour la justice, pour les mots qui réparent ce que les actes brisent. Les années passèrent comme les saisons parisiennes, imprévisibles et mélancoliques. Martin devint un adolescent aux épaules larges, aux yeux verts hérités de sa mère, qui errait dans les couloirs du lycée Henri IV avec une grâce féline que les garçons admiraient en secret et les filles enviaient. Il excellait en tout, en littérature, où il dévorait Proust et Gide comme des confesseurs, en droit, où ses professeurs voyaient déjà en lui un avocat d'exception. Mais sous cette façade polie bouillonnait une rage sourde, un feu qui le consumait les nuits solitaires dans sa chambre de Belleville, où il se surprenait à caresser l'air comme pour invoquer un amant absent. À 18 ans, lors d'une manifestation pour les droits des travailleurs au Trocadéro, il croisa pour la première fois le chemin d'un amour qui le hantrait. C'était un garçon aux cheveux blonds comme le blé d'été, aux lèvres ourlées d'un sourire espiègle, Lucas. Ils s'embrassèrent sous la pluie des lances d'arrosage policières, un baiser fiévreux, goût de liberté et de sel. Lucas était étudiant en art à la Sorbonne, fils d'un galeriste du Marais, et leur idylle fut un tourbillon de nuits volées dans des lofts éclairés aux chandelles, de promenades main dans la main le long de la Seine, ignorant les regards obliques des passants. Martin se sentit vivant pour la première fois, son corps un champ de bataille où la tendresse l'emportait sur la guerre intérieure. Mais l'amour, en France comme ailleurs, est un terrain miné. Lucas, avec sa nonchalance bourgeoise, commit l'erreur fatale de vouloir tout, la passion sans les chaînes, l'éternité sans les promesses. Une nuit d'hiver, après une dispute anodine sur l'avenir, Martin rêvait d'un barreau solide, Lucas d'une bohème éternelle, il partit. Pas de lettre, juste un message effacé sur un répondeur, c'est trop lourd, Martin. Je t'aime, mais pas comme ça. Le cœur de Martin se fendit comme une branche sous le gel, et il jura alors de ne plus jamais laisser l'amour le définir. Il plongea dans ses études, obtint son diplôme de droit à Assas avec mention, et entra au barreau de Paris comme un conquérant masqué. À 25 ans, Martin était déjà un nom dans les cercles juridiques. Son cabinet, niché dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, respirait l'élégance haussmannienne, parquet ciré, bibliothèque croulant sous les côtes d'Alloz, et une vue sur les invalides qui apaisaient les tempêtes intérieures. Il se spécialisait dans les droits humains, défendant les migrants syriens refoulés à Calais, les ouvriers licenciés par les multinationales, et, de plus en plus, les âmes perdues dans les méandres de l'identité. Les clients affluaient, attirés par sa réputation de chien de garde infatigable, aux plaidoiries ciselées comme des sonnets baudelairiens. C'est ainsi qu'il rencontra Clément. C'était un après-midi de printemps pluvieux, où Paris s'habillait de vert tendre et de gris mélancolique. Clément entra dans le cabinet comme un spectre élégant, grand, mince, avec une chevelure châtain coupée court qui encadrait un visage aux traits fins, presque androgyne. Il portait un trench beige qui soulignait sa silhouette élancée, et ses yeux, d'un bleu perçant comme l'azur provençal, trahissaient une vulnérabilité qu'il masquait sous un sourire poli. « Maître Lefebvre » demanda-t-il d'une voix douce, légèrement tremblante, en tendant une main fine ornée d'une alliance discrète. Martin se leva, intrigué par cette présence qui semblait absorber la lumière de la pièce.
Clément était transgenre, un homme né dans un corps qui ne lui appartenait pas, et son combat pour la reconnaissance légale de son identité l'avait mené aux portes du désespoir. Marié à une femme compréhensive mais épuisée par les batailles administratives, il luttait contre un employeur qui refusait de valider son changement d'état civil, le renvoyant sous prétexte de « troubles au sein de l'équipe ». Les documents s'empilaient, certificats médicaux, témoignages psychiatriques, mais la bureaucratie française, ce léviathan de paperasse, érigeait des murs infranchissables. « Je veux juste être moi, maître », murmura Clément en s'asseyant, ses doigts noués comme des racines cherchant la terre. « Être vu pour ce que je suis, pas pour ce qu'on m'a imposé. » Martin sentit un frisson le traverser, un écho de son propre passé enfoui. Il accepta l'affaire sans hésiter, et les semaines suivantes furent un balai de rendez-vous, de cafés avalés à la hâte rue de Rivoli, de nuits blanches à décortiquer les jurisprudences de la CEDH. Clément se révélait peu à peu, artiste peintre abstrait, et exposé dans une petite galerie de Montparnasse, il capturait l'âme des choses invisibles, les transitions, les métamorphoses. Il parlait pendant des heures, de Sartre et de l'existentialisme, de la fluidité du genre chez Butler, de la beauté cruelle des opéras wagnériens. Martin, qui s'était juré l'armure, se surprit à rire, à toucher du bout des doigts le bras de Clément quand une idée les enflammait. Leur première caresse fut accidentelle, ou du moins le prétendirent-ils. Lors d'une visite au Louvre, sous le regard impassible de la Vénus de Milo, leurs mains se frôlèrent devant une toile de Delacroix. Le monde s'arrêta, le temps se suspendit dans l'air chargé d'odeurs de pierre et de cire. Ce soir-là, dans l'appartement de Clément au cœur du Marais, un loft aux murs couverts de toiles tourbillonnantes, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser lent, exploratoire, comme si leurs lèvres cartographiaient un territoire inconnu. Les corps se mêlèrent avec une tendresse infinie, Martin découvrant en Clément une vulnérabilité qui éveillait en lui une protection farouche, un amour naissant teinté de gratitude. Pourtant, les ombres planaient. Jacques, le père absent, hantait encore les rêves de Martin. Des cartes postales anonymes arrivaient parfois, postées de ports lointains, Lisbonne, Alger, Marseille. Pas de mots, juste un tampon et une date, comme des signaux d'un phare défaillant. Martin les collectionnait dans une boîte en fer blanc, relique d'un amour paternel avorté. Et Clément, lui, portait ses propres cicatrices, un ex-mari qu'il avait abandonné au milieu de la transition, une famille provençale qui feignait l'ignorance lors des repas de Noël. Leur relation grandissait dans ce terreau fertile de blessures partagées, mais le sol tremblait déjà sous les premiers séismes. L'été enveloppa Paris d'une langueur moite, transformant la ville en un amant paresseux qui susurre des promesses au creux de l'oreille. Martin et Clément s'enfuyaient les week-ends vers la Normandie, où les falaises de craie blanche défiaient l'océan comme des sentinelles orgueilleuses. Là, dans une maisonnette louée à Étretat, ils se laissaient aller à l'intimité, matin paresseux où Clément peignait nu, son corps athlétique baigné de lumière laiteuse, tandis que Martin lisait des plaidoiries à voix haute, sa voix grave résonnant contre les vagues. « Tu es mon encre », murmurait Clément, en traçant du pinceau des arabesques sur la peau de Martin, des motifs inspirés des tatouages celtiques qu'il rêvait de se faire un jour. Mais l'affaire de Clément approchait de son apogée, un tribunal du travail au palais de justice de l'île de la Cité, ce vaisseau gothique ancré dans le temps. Martin prépara le dossier avec une minutie obsessionnelle, témoignages de collègues bienveillants, expertise psychologique soulignant la stabilité mentale de Clément, et une plaidoirie qui, dans ses brouillons, vibrait d'une poésie contenue, invoquant les droits inaliénables de l'identité comme un hymne à la République. « Nous ne plaidons pas pour un nom sur un papier, écrivit-il, mais pour l'âme d'un homme qui refuse d'être effacé. » Clément, en le lisant, posa une main sur son épaule, « Et si on perd ?» Martin, les yeux dans les siens, répondit simplement, « Alors on recommence. » Ensemble. Le jour de l'audience arriva sous un ciel doux implacable. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses portraits de magistrats austères, semblait un confessionnal séculaire. Clément, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, s'assit à côté de Martin, ses mains tremblant légèrement malgré les apparences. L'avocat adverse, un requin du droit du travail aux moustaches grisonnantes, attaqua avec une virulence calculée, « Monsieur ou Madame ». Clément a induit en erreur son employeur par une dissimulation volontaire. La confiance est rompue, le contrat est nul. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang, ridant l'air d'une onde toxique. Martin se leva, le cœur battant la chamade, et déchaîna sa plaidoirie. Sa voix, d'abord mesurée comme un prélude de Chopin, monta en crescendo, peignant le portrait d'un homme brisé par des lois obsolètes, d'une société française qui se targuait d'égalité mais piétinait les marges. Un homme est un homme, mesdames et messieurs, tonnatait-il, reprenant malgré lui les mots de son père,
ces mots qu'il avait jadis condamnés. Non pas parce que dit son passeport, mais parce que crie son cœur. Clément n'est pas un imposteur, il est une renaissance. Et la loi, notre loi, doit s'incliner devant cette vérité humaine. La salle retint son souffle, Clément, les larmes aux yeux, serra la main de Martin sous la table, un geste invisible mais chargé d'électricité. Le verdict fut un triomphe mitigé, l'employeur fut condamné à indemniser Clément pour discrimination, mais le changement d'état civil fut renvoyé à une procédure distincte, un labyrinthe de plus. Dehors, sous le porche du palais, ils s'embrassèrent fougueusement, indifférents au regard des passants. « Tu as été magnifique », souffla Clément, ses lèvres effleurant l'oreille de Martin. Ce soir-là, ils célébrèrent dans un bistrot du quartier latin, vin rouge et escargot, rire cascadant comme une fontaine de Trévis. Mais au milieu de la liesse, un appel anonyme brisa l'ivresse, une voix rauque, familière comme un écho du passé. « Fiston ? C'est moi. Je suis à Paris. On peut se voir ? Jacques. » Le fantôme avait pris cher. Martin raccrocha, le combiné tremblant dans sa main, et se tourna vers Clément, dont le visage s'était assombri d'instinct. « Mon père, expliqua-t-il d'une voix blanche. Celui qui m'a abandonné parce que j'étais moi. » Clément l'enlaça, son corps un rempart contre la tourmente. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Martin secoua la tête, pas encore. « C'est mon combat. » Le lendemain, il se rendit au café mentionné à un troquet anonyme près de la gare de l'Est, où l'odeur de tabac froid et de café serré imprégnait l'air comme un regret persistant. Jacques était là, vieilli prématurément, cheveux blancs clairsemés, visage buriné par le sel des mers et les soleils d'Afrique, une canne à la main pour appuyer un genou arthritique. Il se leva, maladroit, et serra Martin dans ses bras avec une force qui trahissait l'émotion. « T'es devenu un homme, fiston, grommela-t-il, la voix éraillée par des années de silence. » Ils parlèrent pendant des heures, des voyages de Jacques comme marin sur des cargos, des ports de Dakar et de Beyrouth où il avait appris à voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on leur colle sur le dos. Pas d'excuses directes, mais des regrets voilés, comme « j'étais con », élevé dans une France qui te casse si t'es pas dans le moule. Martin écouta, le cœur en vrac, entre rancœur et un pardon naissant. À la fin, Jacques glissa, « J'ai lu dans le journal, ton affaire. Le transgenre. T'as bien fait. Un homme est un homme, après tout. » Ces mots, répétés après tant d'années, frappèrent Martin comme une révélation. Il rentra chez lui, Clément l'attendant avec un dîner improvisé, ratatouille et baguettes croustillantes. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une urgence nouvelle, corps entrelacés comme des vignes normandes, murmure de « je t'aime » se mêlant aux gémissements. Mais le lendemain apporta les premières fissures. Jacques, désireux de se racheter, proposa de témoigner dans l'affaire du changement d'état civil de Clément, un geste symbolique, mais chargé. Martin hésita, introduire le passé dans leur présent risquait de tout contaminer. Clément, pragmatique, accepta, s'il peut aider, pourquoi pas. La famille, c'est aussi ça, des ponts branlants qu'on répare. Ils se marièrent en septembre, une cérémonie civile discrète à la mairie du 4e, avec Élise en témoin, les yeux brillants de larmes contenues. Jacques n'y assista pas trop tôt, dirent-ils, mais envoya une carte, une vue de la mer Méditerranée, avec ces mots, « fier de toi ». L'hiver s'installa, et avec lui, une routine douce amère, matin où Martin plaidait devant des juges revêches, soir où Clément exposait ses toiles dans des vernissages bondés, leurs mains se trouvant toujours dans la foule. Pourtant, la trahison guettait, tapie dans l'ombre des confidences. Un soir de janvier, lors d'une réception au ministère de la Justice, Martin surprit Jacques en grande conversation avec l'avocat adverse de l'affaire initiale, un homme qu'il croyait ennemi juré. Les mots qu'il capta, volés au brouhaha des coupes de champagne, « faut pas que ça passe, Jacques. Ces trucs-là, ça bouscule tout l'ordre. Ton fils est un idéaliste, mais... » Jacques rit, un rire forcé, mais son regard fuyant trahit la duplicité. Martin s'éloigna, le sang pulsant à ses tempes, un goût de fiel dans la bouche. Était-ce une alliance secrète? Un moyen pour Jacques de se racheter auprès de ses vieux pères syndicalistes conservateurs? Il confronta son père le lendemain, dans le même café enfumé. « Qu'est-ce que tu foutais avec ce salaud » explosa Martin, la voix basse mais venimeuse. Jacques blêmit, balbutia, « c'était rien, fiston. Juste une discussion. J'ai changé, je te jure. » Mais les doutes s'insinuèrent comme la pluie dans les fissures d'un toit. Clément, sentant la tempête, essaya de raisonner, « laisse-lui une chance. L'amour,
c'est aussi le pardon. Martin acquiesça, mais le poison était là, corrodant la joie naissante. Le printemps revint, fleuri de crocus et de doutes. L'affaire du changement d'état civil approchait, et Jacques insista pour témoigner, « Laisse-moi prouver que j'ai compris. » Martin, déchiré, accepta. La veille de l'audience, ils dînèrent tous les trois une première, tendue comme un câble d'acier. Jacques raconta ses errances, les nuits solitaires sur le pont des navires, les amours fugaces avec des marins aux histoires cabossées, y compris un ou deux qui, comme Clément, avaient changé de peau. « J'ai fui parce que j'avais peur, avoua-t-il enfin, les yeux humides. Peur d'aimer un fils qui aimait différemment. » Clément posa une main sur la sienne, « On fuit tous, au début. L'important, c'est revenir. » Le palais de justice bruissait d'une agitation contenue ce matin de mai, où l'air printanier filtrait par les vitraux, teignant les murs d'azur et de pourpre. Martin ajusta sa cravate, un foulard de soie offert par Clément, et guida son client vers la barre. Clément, rayonnant sous son costume impeccable, semblait un phénix prêt à renaître, ses traits, affinés par des années de transition, portaient la sérénité d'un homme en paix avec son reflet. Jacques, convoqué comme témoin, attendait dans l'antichambre, nerveux, triturant sa canne comme un rosaire laïque. L'audience s'ouvrit sur des formalités arides, lecture de pièces, objections murmurées. Puis vint le tour de Martin. Sa plaidoirie fut un chef-d'œuvre d'émotions ciselées, un pont entre le code civil et le cœur humain. L'identité n'est pas un caprice, mesdames et messieurs, mais une quête sacrée, un droit fondamental gravé dans la Déclaration de 1789. Clément n'implore pas, il affirme. Et nous, gardiens de la loi, devons écouter cette affirmation sans préjugés. Les juges hochèrent la tête, captivés, la greffière nota frénétiquement. Jacques fut appelé. Il boitilla jusqu'à la barre, son regard balayant la salle comme un marin scrutant l'horizon. « Je suis le père de Maître Lefebvre », commença-t-il d'une voix rocailleuse. « J'ai fui mon fils il y a 16 ans, parce que j'étais un lâche. Il aimait les garçons, et moi, j'avais peur de ce que ça disait de moi, de ma virilité forgée dans les mines du Nord. » Un silence de plomb s'abattit. Mais la vie m'a appris, un homme est un homme, qu'il porte une jupe ou un complet, qu'il aime une femme ou un homme. Clément ici, c'est un homme. Et si j'ai pu changer, la loi le peut aussi. Les mots tombèrent comme une encre, lourds de vérité brute. Clément, les yeux brillants, murmura un « merci », silencieux. Le tribunal ajourna pour délibérer. Dehors, sous les platanes en fleurs, la famille improvisait ses traînis. Jacques serra Martin longuement, « Je suis désolé, fiston. Pour tout. » Martin, la gorge nouée, répondit, « C'est le passé. L'avenir, c'est nous trois. » Clément, au centre, rit à travers ses larmes, à la vie. Ils déjeunèrent au pied de Notre-Dame, encore noircie par les cicatrices de l'incendie, symbole de résurrection possible. L'après-midi apporta la sentence, victoire totale. Le changement d'état civil fut validé, avec dommages et intérêts pour les délais infligés. Paris sembla exploser en feu d'artifice intérieur, Martin porta Clément sur ses épaules rue de la Cité, ignorant les klaxons joyeux. L'euphorie dura l'été, un été de miel et de sel. Ils voyagèrent en Provence, chez la sœur de Clément qui, après des années de distance, les accueillit avec un festin d'aïoli et de chants occitans. Jacques les rejoignit pour une semaine, dormant dans une chambre d'hôte voisine, apprenant à connaître Clément à travers des parties d'échecs sous les oliviers. « T'es un bon gars, grommela-t-il un soir, autour d'un pastis. T'as donné à mon fils ce que je lui ai pris, la paix. » Martin observait, émerveillé, ce trio improbable, le père repenti, l'amant renaissance, lui-même le lien fragile. Mais la trahison, cette vipère aux écailles de soie, ne dormait que d'un œil. Elle surgit en septembre, lors d'une exposition de Clément à la Galerie Macte. La salle bondée vibrait d'acclamations, toiles immenses ou des formes fluides bleu tourbillonnant, rouge passionné où capturait l'essence de la transition. Martin, fier comme un paon, circulait parmi les critiques, un verre de chardonnay à la main. Jacques était là, en retrait, discutant avec un collectionneur bedonnant. Puis, un appel, Élise, la mère de Martin, voix paniquée. « Ton père. Il a parlé à la presse. Il a tout balancé. » Le cœur de Martin s'effondra. Le lendemain, le Figaro titrait « Le père repenti et le combat trans, une famille divisée au cœur du scandale ». L'article, signé d'un journaliste opportuniste, dépeignait Jacques comme un héros ambigu, l'ouvrier qui avait fui un fils gay, pour mieux revenir défendre un transgenre,
mais avec des réserves morales glissées en off, citations anonymes sur l'ordre naturel et les limites de la tolérance. Pire, des détails intimes sur l'enfance de Martin, ses dessins secrets, exposés comme des trophées sordides. Clément lut l'article en silence, puis il t'a trahi. Pour se faire mousser? Martin confronta Jacques dans son garni près de la Bastille, une mansarde au mur jauni par la nicotine. Pourquoi, hurla-t-il, brandissant le journal froissé. Jacques, assis sur un lit défait, baissa la tête, c'était pas censé. Le journaliste m'a piégé. J'ai bu un verre de trop, et il a sorti un magnéto. J'ai voulu défendre, mais... j'ai dérapé. Les excuses sonnaient creux, comme un écho de l'abandon passé. Tu recommences, hein? À me vendre pour ton ego. Jacques pleura, pour la première fois devant son fils, je suis qu'un vieux con, Martin. Je veux juste réparer. Clément, arrivé en trombe, posa la question fatale, et les citations sur l'ordre naturel? C'était toi. Jacques hocha la tête, misérable. La galerie bouillonna, annulation d'exposition, murmure de boycott. Clément, brisé, s'enferma dans son atelier, pinceaux inertes. Martin, déchiré entre loyauté filiale et amour conjugal, erra les nuits parisiennes, du Père-Lachaise aux berges du canal Saint-Martin, cherchant dans les ombres une réponse. La presse s'emballa, débat télévisé sur « les limites de la repentance », où des experts disséquaient leur histoire comme une thèse universitaire. Le conflit culmina en novembre, lors d'une confrontation familiale forcée dans l'appartement de Martin. Élise, invoquée comme médiatrice, pleurait en servant du thé à la menthe. « Jacques, tu dois t'excuser publiquement », implora-t-elle. Il le fit, maladroitement, une lettre ouverte dans Libération, où il assumait ses paroles maladroites, mais les dégâts étaient faits. Clément, pâle comme un linceul, annonça « J'ai besoin d'espace ». Cette trahison. Elle ravive tout. Il partit pour une résidence d'artiste à Avignon, laissant Martin avec un vide plus grand que l'océan Atlantique. Seul, Martin plongea dans le travail, prenant des affaires pro bono pour des jeunes LGBTQ+ discriminés, plaidoiries enflammées qui masquaient sa douleur. Jacques, rongé par la culpabilité, offrit de témoigner contre le journaliste pour diffamation, mais Martin refusa, trop tard. Répare-toi d'abord. Les fêtes de fin d'année approchèrent, Paris scintillant de guirlandes sous un ciel de plomb. Martin, chez sa mère pour Noël, trouva sous l'arbre une boîte en fer blanc, les cartes postales de Jacques, avec une note, pour te rappeler que l'amour, même bancal, ne s'efface pas. L'hiver mordait Paris de ses crocs gelés, transformant la Seine en un serpent d'argent figé. Martin arpentait les boulevards déserts, son écharpe rouge au cadeau de Clément en flottant comme un étendard de deuil. Les appels à Avignon restaient sans réponse, les messages s'entassaient, muets comme des neiges. Jacques, lui, sombrait, hospitalisé pour une pneumonie, il gisait dans une chambre du Lariboisière, relié à des tubes qui serpentaient comme des regrets. Élise veillait, récitant des prières laïques tirées de Camus. Martin visita une fois, froidement, « Batte-toi, papa. » Pour une fois. Jacques, voix faible, murmura, « J'ai tout gâché. » Dit à Clément. « Que je suis désolé. Vraiment. » Le printemps hésitant fit fondre les glaces, et avec lui revint Clément, silhouette élancée sur le quai d'Orsay, un bouquet de mimosas à la main. « J'ai eu besoin de peindre, » expliqua-t-il, les yeux cernés mais lumineux. Une série sur les trahisons, toile noire où des formes émergent, comme des âmes qui renaissent. Ils s'embrassèrent sous les bourgeons, un baiser salé de larmes et de promesses. La réconciliation fut lente, tissée de conversations nocturnes, la trahison de ton père m'a renvoyé à mes propres pères, ceux qui m'ont renié avant même que je sois moi. Martin, vulnérable, avoua, et moi, j'ai peur de te perdre, comme je l'ai perdu lui. Jacques sortit de l'hôpital en mai, amaigri mais déterminé. Il proposa une réparation radicale, une interview conjointe avec Clément, pour un documentaire indépendant sur la famille et l'identité. Laisse-moi montrer au monde que j'ai changé, pas avec des mots, mais avec des actes. Contre l'avis d'Élise, qui craignait un nouveau scandale, ils acceptèrent. Les tournages eurent lieu dans des lieux chargés, le café de leur première rencontre, l'atelier de Clément éclaboussé de couleurs, une promenade au Père-Lachaise où Jacques évoqua les tombes de Wilde et de Proust comme des mentors tardifs. Le film, Ombre et Lumière, fut présenté au Festival de Cannes en projection privée. La salle, pleine de critiques émues, applaudit une œuvre brute, Jacques confessant ses faiblesses, Clément peignant en live une toile de rédemption, Martin liant leurs histoires d'un fil narratif poignant.
Les échos furent positifs, article dans Télérama louant, une introspection familiale qui transcende les clivages. Clément, acclamé, vendit sa série pour une somme rondelette. Martin, dans l'euphorie, plaida une affaire emblématique, la défense d'un couple gay syrien menacé d'expulsion, gagnant une jurisprudence qui fit date. Pourtant, le chaos frappa comme un orage d'été. En juillet, lors d'une réception au Quai d'Orsay, un scandale éclata, des enregistrements fuités montraient Jacques, lors d'une beuverie avec d'anciens camarades syndicaux, lâchant des propos homophobes récurrents, les PD, ça bousille la famille française, piégé encore une fois par un micro caché. Le journaliste, le même que précédemment, jubilait, une vengeance personnelle contre le traître repenti. La presse explosa, le père de l'avocat gay, hypocrite ou victime. Clément, en pleine préparation d'une expo solo à Beaubourg, annula tout, c'est trop. Je ne peux pas porter ça. Martin, fou de rage, accusa Jacques lors d'une confrontation explosive dans le jardin du Luxembourg, sous les statues impassibles. Tu n'apprendras jamais, hurla-t-il, poing serré. Jacques, effondré sur un banc, sanglota, je suis faible, fiston. Les vieux démons. Mais je t'aime. Et Clément, c'est comme un fils pour moi maintenant. Élise intervint, forçant une trêve, la famille, ce n'est pas la perfection. C'est le chaos qu'on affronte ensemble. Clément, appelé, arriva pâle, une dernière chance, Jacques. Mais si tu dérapes encore, c'est fini. Pour nous tous. Le pardon fut un acte de foi, fragile comme une toile d'araignée. Jacques s'inscrivit à des ateliers de sensibilisation LGBTQ+, à la Maison des droits de l'homme, lisant des livres sur le genre avec une application d'enfant. Clément et lui se rapprochèrent lors de promenades dominicales au bois de Vincennes, parlant peinture et marin, rire timide naissant entre les silences. Martin, observateur, sentit son cœur se dilater, l'amour, ce muscle endurci, apprenait la souplesse. L'automne colora Paris de roux et d'or, et avec lui vint une grossesse surprise non pas littérale, mais métaphorique, Clément, adopté par Élise lors d'un dîner symbolique, devint officiellement de la famille. Jacques, pour sceller sa métamorphose, tatoua sur son avant-bras un motif celte offert par Clément, un arbre aux racines entrelacées, symbole d'ancrage. La nuit de la Toussaint, ils veillèrent ensemble au cimetière, déposant des chrysanthèmes sur la tombe d'un oncle oublié, jurant fidélité au-delà des failles. Mais les ombres persistaient. Le journaliste, traîné en justice par Martin pour diffamation, contre-attaqua avec des preuves, des lettres anciennes de Jacques à des associations conservatrices, plaidant contre le mariage pour tous. Le procès, un cirque médiatique, opposa père et fils dans une arène publique. Jacques témoigna, voix ferme, j'étais dans l'erreur. Aujourd'hui, je défends ce que j'ai fui. Mon fils m'a sauvé. Le verdict, condamnation du journaliste, mais les plaies rouvraient, suintantes. Clément, dans l'œil du cyclone, peignit sa toile maîtresse, Trahison et Renaissance, une œuvre monumentale où des silhouettes sombres fusionnaient en une explosion de lumière. Vendue aux enchères pour une fortune, elle atterrit au musée d'Orsay, symbole d'une France en mutation. Martin, épuisé mais victorieux, rentra un soir pour trouver Clément agenouillé, bague à la main, épouse-moi, pour de vrai. Pas juste le papier. Le oui fut un baume, un vœu contre les tempêtes. L'hiver suivant fut clément, presque doux, comme si Paris conspirait pour guérir ses enfants. Martin et Clément se marièrent religieusement à une cérémonie laïque au Panthéon, sous le dôme où reposaient Voltaire et Rousseau, gardiens des Lumières. Jacques, en témoin, lut un extrait de « L'humanité, sur l'égalité », voix chevrotante mais assurée. Élise, radieuse en robe perle, dansa la première valse avec son nouveau gendre. La réception, dans un hôtel du Marais, fut un festin d'émotions, toast à l'amour résilie, discours de Martin évoquant « les hommes que nous sommes, imparfaits mais vrais ». Jacques, transformé, fonda une association « Hommes en transition », aidant père et fils à naviguer les eaux troubles de l'acceptation. Ces ateliers, dans une salle paroissiale de Belleville, attiraient des ouvriers burinés comme lui, écoutant des témoignages de trans et de gays avec une humilité nouvelle. J'ai appris tard, confiait-il, mais mieux vaut tard que jamais. Martin, fier malgré les cicatrices, le vit un jour défendre un jeune ouvrier homosexuel menacé de renvoi, plaidoirie maladroite mais sincère qui toucha les juges. Pourtant, la BICACH où était-ce la catharsis? Culmina en mars, lors d'une rechute de Jacques. Le cancer, ce voleur silencieux, s'était niché dans ses poumons, fruit des fumées d'usines et de mers toxiques. Diagnostic brutal, 6 mois, peut-être moins.
La nouvelle frappa comme un raz-de-marée. Clément, le premier à le savoir, peignit frénétiquement une série, Adieu en couleur, où des silhouettes s'effaçaient en arc-en-ciel. Martin, effondré, veilla son père à l'hôpital Cochin, tenant sa main calleuse, « Tu m'as appris à me battre. À présent, bats-toi pour rester. » Jacques, lucide, dicta ses volontés, pas de funérailles grandioses, juste une crémation au columbarium du Père-Lachaise, avec ses cendres dispersées en mer, près de Marseille. Et dit à Clément qu'il est le meilleur fils que j'aurais pu avoir, ajouta-t-il, un sourire espiègle aux lèvres. Les mois suivants furent un kaléidoscope de tendresse et de tourments, chimiothérapie où Clément lisait des poèmes de Rimbaud, balade en fauteuil roulant le long de la Seine, où Jacques racontait des histoires de marins amoureux sous les étoiles d'Afrique. La mort vint une nuit de juin, paisible comme un coucher de soleil sur la Méditerranée. Jacques s'éteignit en murmurant, « Un homme est un homme. Et j'en suis fier. » Martin, au chevet, pleura enfin, libérant des années de sel accumulées. Les funérailles respectèrent ses vœux, une poignée d'amis, Élise en noir simple, Clément portant un tableau funéraire une mer turquoise où flottaient des âmes enlacées. Sur la pierre tombale, gravé simplement, Jacques Lefebvre, marin des âmes. Le deuil transforma sans détruire. Martin, Clément et Élise fondèrent une fondation, Héritages ouverts, bourse pour jeunes juristes LGBTQ+, et soutien psychologique pour familles en transition. La première édition, un an plus tard, attira des centaines, dont des pères comme Jacques, venus confesser et guérir. Clément exposa une rétrospective au Centre Pompidou, incluant une toile dédiée, Le Père revenu, où un colosse embrassait deux silhouettes tendres sous un ciel étoilé. Martin, assis un soir sur les quais, Clément contre lui, Élise non loin avec un thé thermos, contempla la tour Eiffel scintillant. « Il nous a trahis, mais il nous a sauvés aussi », murmura-t-il. Clément acquiesça, l'amour humain, c'est ça, des éclats de verre qui, assemblés, font un vitrail. Paris, ville de lumière et d'ombre, les enveloppa de son manteau bienveillant. Dans ce moment suspendu, ils surent, la vie, avec ses trahisons et ses renaissances, valait chaque bataille. Un homme est un homme, et leur histoire, tissée de fils d'or et de fer, illuminait le monde.